Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Calédonia. Alors ce soir, on a décidé de changer la programmation de vos émissions. On ne va pas parler santé, la santé va laisser place au 9e art et on va s'intéresser à une bande dessinée intitulée La Vallée du Diable. Cette œuvre illustre l'époque coloniale en Nouvelle-Calédonie. C'est une création signée Anthony Pastor et Isabelle Merle. Isabelle Merle qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Michel, excuse-moi frère. Oh, c'est pas grave. Isabelle, c'est une grande historienne, donc il faut lui laisser place. Ok, bah place à Isabelle, place aux invités. Merci à tous les deux d'être présents ce soir. Voici le sommaire de votre émission. Alors ce soir avec Isabelle Merle, historienne chargée de recherche au CNRS, spécialiste des processus de colonisation dans le Pacifique Sud. On va avec elle vous lire quelques extraits de la bande dessinée intitulée La Vallée du Diable. Elle est venue avec cette œuvre qui est parue en septembre dernier dont l'auteur est Anthony Pastor. On va voir dans quel cadre s'est fait votre rencontre avec Anthony Pastor. Pourquoi avoir choisi la période de la colonisation pour en faire un sujet d'une bande dessinée. Et avec vous aussi, on va voir pourquoi, y a-t-il un lien entre les échéances politiques majeures qui attendent le pays l'année prochaine et le thème de cette bande dessinée. Est-ce que la BD à la cote en ce moment, c'est ce que l'on va voir avec Michel? Oui, c'est bien ça. On verra vite fait un article qui a été paru. Ce sera la revue de presse. Ce sera la revue de presse. Voilà. En deuxième partie. C'est ça, mon cher ami Jamie Waymo. On passe à la rubrique C'est comment? Alors Isabelle, La Vallée du Diable d'Anthony Pastor, c'est le tome 2. Puisqu'il y a eu un tome 1, la scène se déroule en France. Le tome 2 commence dans un bateau, direction l'Australie, puis ensuite la Nouvelle-Calédonie. De quoi parle ce Alors merci déjà à vous deux de m'inviter. Merci pour moi et Anthony, puisque Anthony n'est jamais venu dans le pays, ça faut le préciser. Donc ce deuxième tome d'une saga qui s'arrêtera là, visiblement il n'y aura que 2 tomes, se passe en Nouvelle-Calédonie et Anthony est venu me rencontrer après la lecture du livre que j'avais écrit en 1995, Expérience coloniale, et la lecture d'autres ouvrages plus récents qu'il avait fait pour travailler le scénario. Alors le calage du scénario, c'est une période qui est généralement méconnue ou pas traitée parce qu'il s'est en gros rien passé. Il n'y a pas d'insurrection, il n'y a pas de... Donc on a calé ça dans la... C'est 1925. Ça se passe dans un lieu qui est supposé être inconnu, enfin qu'il a appelé Banois. Il ne voulait pas entrer trop parce qu'il n'est jamais venu dans le pays et il a le respect du fait qu'il ne connaît pas à fond le pays. Donc il est resté dans le flou, mais en fait c'est une évocation de Koné, la région de Koné, en 1925, donc dans cette période de creux, mais qui est marquée par une très forte consolidation de l'emprise coloniale. C'est le moment où on est vraiment dans le triomphe de l'ère coloniale d'une certaine manière. Effectivement, il n'y a plus de possibilité de résistance comme elles avaient pu se jouer avant jusqu'en 1917. Et on est dans une période où la région de Koné est rentrée de plein pied dans la colonisation qu'on peut qualifier de dure, avec l'évangélisation, la mise au travail, l'impôt de capitation, le code de l'indigénat, etc., etc. Et les colons sont installés depuis 1 à 2 générations, en tous les cas dans la région, de façon très ferme aussi. Alors Isabelle, merci d'avoir posé le contexte. C'est l'histoire de qui est qui? Alors c'est l'histoire de 2 femmes. Cette bande dessinée intitulée La Vallée du Diable. En fait, c'est l'histoire de 2 femmes qui arrivent d'une vallée de Savoie française, accompagnées d'un jeune garçon qui s'appelle Florentin, qui est orphelin, et accompagné d'un soldat de la guerre de 14 qui incarne le traumatisme de la guerre de 14 parmi le peuple français et ceux qui sont allés combattre, puisque l'Empire, et on le sait, des Kanaks sont allés combattre. Une guerre de 14 dont on sait toute la violence maintenant
commémore ce centenaire de 1914-1918, du centenaire de la guerre de 14, dont on sait tout le traumatisme deux générations massacrées sur le front, avec cette période de 1919-1920 où les corps rentrent, les monuments aux morts se créent dans tous les villages avec des listes qui n'en finissent plus. Et ces femmes, si vous voulez, c'est aussi la condition féminine, c'est-à-dire c'est une génération qui a été très marquée par le manque d'hommes. Et donc elles quittent la France puisqu'elles n'arrivent plus à s'en sortir dans les hautes vallées de Savoie. Et elles vont d'abord en Australie en ayant l'idée qu'elles allaient s'installer là-bas, accompagnées de ces deux personnages, donc ce jeune et puis ce soldat qui s'accroche un peu à elle, lui complètement perdu, très amer et très traumatisé, Arpin. Et elles arrivent en fait à Sydney, elles rencontrent en fait James Jack, un franco-australien qui a déjà une propriété en Nouvelle-Calédonie. Et comme c'était le cas à l'époque, les gens qui avaient un peu d'argent, les éleveurs, etc., ils naviguaient, enfin, ils allaient vers Sydney où ils faisaient des achats, etc. Lui est seul avec sa fille, est veuf, et en fait, il les invite à venir en Nouvelle-Calédonie prendre des terres puisque c'était encore le cas. Vous savez qu'il y a eu même une dernière vague d'implantation avec les nordistes dans les années 20, précisément des régions dévastées. Bon, eux, ils arrivent spontanément. Et ces femmes, en fait, c'est intéressant parce que c'est des figures de la France qui sont si vous voulez, il y a Pauline et sa mère. Et sa mère est en fait influencée par le féminisme français, les idées humanistes du temps, les idées pacifistes du temps qui étaient très fortes. Faut vous souvenir qu'il y a certains monuments aux morts en France qui sont des veuves éplorées. Ce sont des personnages que tu trouves à l'intérieur de la bande dessinée. Et c'est ces femmes qui arrivent et qui vont s'insérer dans un contexte colonial dans lequel elles vont se sentir un peu... Il y a trois planches que tu aimerais nous montrer ce soir. On va commencer par la première scène qui se situe à la page 14 du livre. On va voir les images de cette première scène que l'on va montrer aux téléspectateurs. Tu vas nous les lire. Voilà. Alors je te laisse. Ça commence avec « Oui, Marie est belle ». Nous t'écoutons. Marie est la femme de James Jack. Elle est blanche, donc. Oui, Marie est belle, je sais. Vas-y, toi, tu as tes chances. Ça, c'est Florentin qui parle. Florentin, donc, c'est le jeune garçon qui a grandi, qui est blanc, lui aussi, qui parle à Auguste, qui est stockman et kanak de la région. Son père, James Jack, donc, t'apprécie. Tu es son meilleur stockman. Je ne vois pas ce que j'ai de plus que toi pour pouvoir conquérir le cœur de Marie. Et Auguste répond, tu n'as rien de plus, tu as la couleur en moins. Non, mais James n'est pas de cela, lui répond Florentin. Et Auguste lui dit, il ne m'invite jamais à sa table. Tu ne rates rien, leur cuisinière est épouvantable. Ce n'est pas moi non plus qui va faire le contremaître. Et tu m'en veux pour ça, puisque Florentin est pressenti pour être contremaître. Pas qu'à toi. Je t'avertis, un jour on vous tuera tous et on reprendra nos terres. On vous tuera tous et jusqu'au dernier. Arrête Auguste, c'est pas drôle, tu me fais peur en fait, c'est ça qu'il veut dire. Si, c'est très drôle sur tout ce que je vois sur ta tête. Et il éclate de rire. Alors cette scène, elle est très parlante sur des rapports de non-dits, des difficultés de communication qu'il y a entre un jeune homme blanc et un jeune homme kanak, chacun son histoire, le jeune homme blanc n'étant pas de là, arrivant d'ailleurs, avec une amitié qu'il y a entre ces deux stockman qui travaillent ensemble et qui se respectent, qui ont de l'affection l'un pour l'autre, et avec les barrières de la couleur, comme on dit d'ailleurs dans les pays anglophones, color bar, c'est la color line, c'est la barrière de la couleur qu'évoque Auguste d'abord en disant mais je pourrais jamais me marier avec Marie même si je suis amoureux d'elle, parce que je suis kanak et à l'époque les travailleurs kanaks sont évidemment disqualifiés au titre de leur race comme l'étaient les travailleurs javanais et les travailleurs tonkinois. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on a l'impression que ce passage se base sur des faits réels alors que c'est une fiction mais qui se rapproche de la réalité. Tu parlais de cette bande dessinée comme étant un roman historique. Pour quelle raison ?
Parce que en fait, Anthony s'est inspiré de ce livre Expérience coloniale dans lequel j'ai beaucoup travaillé ce type de rapport, quoi. Non seulement l'armature du système colonial, donc les choses juridiques, le cantonnement, etc., mais l'arrivée des colons, le pourquoi d'une colonisation française, mais aussi plus finement la construction des identités réciproques, si vous voulez. C'est-à-dire, on se construit avec l'autre et par rapport à l'autre. Et le monde colonial est un monde qui inégalise les gens, qui les hiérarchise profondément et qui a des retentissements, qu'on le veuille ou non. Hein. On peut ne pas être, à l'époque, on peut être mal à l'aise dans ce monde-là, mais on tient la place qu'on doit tenir. On est blanc, on est noir, et on est subalterne ou dominant, même s'il y a des tout petits dominants, parce que les dominants peuvent être des petits colons ou même, voilà, ils ont pas beaucoup de... Mais le monde les hiérarchise et tout le monde sait qu'on est hiérarchisé. Oui, on le sent bien ce rapport. On le sent, et rien dans ce passage. Tu as une question, Michel? Non, je veux dire, même les Kanaks entre les Polynésiens, ils sont déjà hiérarchisés. Les Kanaks, pour les colons, étaient des sous-hommes tels que les Polynésiens. Mais c'est vrai que c'est hyper hiérarchisé. Mais je voulais juste revenir sur le fait que c'est hyper important comment le livre est amené, parce que ce qu'on sait de la Nouvelle-Calédonie, la plupart du temps, on pense que c'est un bagne, en fait. Mais il y a eu la colonisation liée au droit juste civil, que les personnes ils leur ont promis d'avoir des terres en Nouvelle-Calédonie, ils sont venus. Et c'est pour ça, c'est d'autant bien que... Cette bande dessinée, on le rappelle, s'est inspirée du livre Expérience coloniale à la Nouvelle-Calédonie, 1853-1920, dont tu en es l'auteur. Isabelle, c'est un livre que tu as lu aussi, Michel. Ouais, l'expérience coloniale, ouais, ça m'a appris beaucoup de choses sur la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, merci. Et je suis très enchanté de rencontrer Isabelle. Merci. Alors il y a des planches qui se passent de commentaires. Alors les planches, voilà, depuis tout à l'heure on utilise ce mot, mais pour quand même l'expliquer moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que tu allais arriver, quand tu me disais qu'elle arrivait avec des planches, je pensais qu'elle allait avec des planches de surf ou de skateboard. Donc du coup, voilà, les planches, ce sont ces grandes pages là de la bande dessinée. Ce sont ces croquis qui ensuite seront réutilisés pour réaliser la bande dessinée. Alors on va regarder une planche qui se passe de commentaires. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu cette planche, Isabelle? Alors cette planche est aussi très intéressante et très fine dans l'interprétation, parce qu'en fait Pauline est désespérée, elle cherche à récupérer son mari qui est ce soldat éclopé et dépressif qui lui-même en fait est parti avec une femme kanak et lui a fait un enfant, une petite fille. Et Pauline est désespérée, elle part parce qu'elle l'apprend, donc elle part, elle va d'abord sur les mines, ensuite elle court dans la forêt et en fait elle se perd. Et le pays est dur. Les planches précédentes, elle tombe, il fait chaud. Vous savez, ces chemins, il n'y a pas de chemin, elle ne connaît pas, elle est dans un monde totalement étranger. Il faut vous rendre compte dans une nature aussi qui est très étrangère pour des gens de France, quoi. Nous, on connaît les platanes et les marronniers. Hein. On ne connaît pas les racines partout sur les sentiers. On ne connaît pas ces terrains miniers et cette chaleur aussi. Bon. Et là, elle tombe, elle se retrouve complètement perdue dans la forêt et on voit cette scène où donc elle a peur et Pauline, c'est quelqu'un qui n'a pas d'a priori envers les Kanaks, mais elle est quand même issue, elle est de 1925, française, si vous voulez, les Kanaks, pour elle ne les connaît pas, elle en a peur parce qu'il y a aussi toutes ces histoires qui traînent sur la sauvagerie, les anthropologues. Pour un auteur qui n'a jamais mis les pieds ici en Nouvelle-Calédonie, qui n'a jamais eu d'échange, je dirais, physique ici en Nouvelle-Calédonie avec les gens de ce pays, avec les Calédoniens, il a quand même réussi à retranscrire certains codes qui n'ont pas besoin d'être décrits par des commentaires, rien que par les expressions du visage. Voilà. Là, on voit ici sur ce plan où on voit ces masques kanak. Oui, alors il s'est inspiré de photos. Hein. On a énormément travaillé. On a énormément discuté. Lui a énormément travaillé. C'est beaucoup inspiré de photos et d'objets, etc. Et en plus, effectivement, il a la finesse parce que, vous voyez, la Marie, elle a
Pauline a peur, les gens l'observent comment... Alors ça aussi, pour des blancs, je vous le dis, des fois le regard kanak est intense quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une observation frontale, alors qu'en Europe, on n'observe pas frontalement. On vous apprend petit qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Hein. C'est pas poli. Mais ici, il y a une observation frontale et remet les planches, remet les masques. Et qui se passe de commentaires. Et qui se passe de commentaires parce qu'elle voit ces figures qui lui font peur et elle part en courant. Et vous voyez les masques là qui rigolent en fait. Donc il y a de l'humour aussi. Cette blanche qui s'en va en courant, ça les fait rire en fait. Il y a quelque chose de très humain si vous voulez. Les Kanaks ne sont pas vus comme victimes, ils sont vus aussi comme des gens qui observent et qui éventuellement se moquent. Donc c'était restituer aussi le type de rapport compliqué, mais il n'y a pas de mots. Et elle a peur et il faut, je pense, prendre en compte historiquement ce qui n'a peut-être pas été suffisamment fait, c'est la question de la peur, les rumeurs, la peur, les fantasmes. Et ça, ce sont les non-dits que l'on va voir dans la deuxième partie de cette émission. En tout cas, on a compris qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans cette bande dessinée où l'image, le manque de commentaires laisse place à l'imagination du lecteur pour qu'il puisse se faire lui-même sa propre idée et sa propre critique. Je vous rappelle que l'on parle de la bande dessinée intitulée La vallée du diable. Je te l'attendais. C'est l'évocation La vallée du diable, voilà, c'est l'évocation du nickel. L'évocation du nickel. En tout cas, c'est une bande dessinée qui est parue en septembre dernier, qui est disponible ici. Et qui est disponible au Petit As, à la librairie. La librairie qui se trouve à Koné. On fait une pause. Évidemment, on se retrouve dans la deuxième partie de votre émission et on va savoir le contexte, on va prendre connaissance du contexte, de comment a été réalisée cette œuvre. A tout de suite. 얘기하세요. 엄마 들어가 계세요. 아니 저 잠깐이면 되거든요. 무슨 얘긴데요? 무슨 얘기 하려고 그래요? 아니 정말 저 잠깐 얘기하면 되거든요. 선우 씨, 요 앞에 갈까요? 어디요? 이상한 일이네요. 집에 들어가서 얘기하지 그래요? 그래, 집에 들어가서 얘기해라. 무슨 얘기를 하는 거야? 얘기 좀 하고 올게요. 들어가 계세요. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de votre émission. Bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que l'on parle de la bande dessinée intitulée La vallée du diable. Notre invitée est Isabelle. Isabelle Merle, pardon. J'aimerais que l'on revienne sur le contexte. Comment est-ce que tu as rencontré Anthony, l'auteur de cette bande dessinée, Anthony Pastor, l'auteur qui n'a jamais mis les pieds ici en Nouvelle-Calédonie? Alors je l'ai rencontré parce qu'il m'a contacté en fait. C'est lui qui est venu vers moi suite à la lecture d'un certain nombre d'ouvrages, dont cet ouvrage que j'ai écrit maintenant il y a longtemps, qui retraçait, s'était intéressé au monde colonial. Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie, voilà. 1853-1920. Voilà, dans ces années-là. Et donc il est venu me voir avec son scénario et on a commencé à discuter, on s'est très bien entendu. C'est quelqu'un de très sérieux, très sensible surtout et très observateur. Donc effectivement, il voulait, lui, il sentait qu'il ne connaissait pas le pays, qu'il était il abordait des questions assez délicates. Et donc, il voulait faire passer quel message quand il t'a appelé pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi il s'est intéressé à la Nouvelle-Calédonie en fait? C'est vrai, carrément. Ah, mais alors ça, je pense que c'est un... Pourquoi? Je ne sais pas en fait. Hein, vous me posez une colle. C'est-à-dire pourquoi lui...
sur Calédonia. Merci la bande. Non, mais parce que je pense qu'il y a un imaginaire de départ. Il avait un peu les mêmes imaginaires que je pouvais avoir. Moi non plus, je connaissais absolument pas la Nouvelle-Calédonie en 89. Rien du tout, je savais rien du tout. Mais il y a un imaginaire de quand même, départ. il y a eu 88, donc ça a dû... Oui, Toi, tu es en avait spécialiste entendu des parler. processus de colonisation On dans en le avait Pacifique parlé, Sud. tout à fait. C'est vrai qu'évidemment, ça a éveillé l'intérêt. Et je pense que lui était dans le même imaginaire enfin, ce passé qui passe mal, enfin en France aussi, hein, sur la colonisation. Alors, je pense que... alors justement, peut-être j'ai une réponse à te proposer, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est l'échéance politique qui attend la Nouvelle-Calédonie l'année prochaine qui l'a incité à te contacter et sortir justement cette bande dessinée sur cette période où il ne s'est à la fois rien passé, mais où il y a quand même Eh bien, je ne suis pas périodes, sûr. En fait, je dois vous avouer, je ne suis pas sûr qu'il ait été... enfin, c'était pas ça qui l'intéressait. Je pense que c'est plus en historien qu'il a fonctionné. C'était quelqu'un qui... On est dans le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et si vous voulez, je pense que c'est quelqu'un qui était très sensible à la douleur de la guerre, dont on parle peut-être pas assez. C'est-à-dire, enfin, si vous voulez, cette vision où la Première Guerre mondiale a été une très grande tragédie traumatique pour en termes de tous pertes ceux humaines. Oui, pour les pertes deux camps. humaines Pour et les deux camps. pertes collatérales. C'est-à-dire quand vous avez perdu votre père, moi, mes parents ont été touchés par les grands-pères qui étaient morts, quoi. Donc les pères, vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi nous on a eu les fils, on a eu toute cette misère de gens qui ont eu des parents qui avaient été extrêmement bouleversés par cette guerre de 14. Et à un moment donné, Anthony fait référence par Arpin à la douleur du bagne, à la douleur de la guerre, avec l'idée, je pense que c'est quelqu'un qui est humaniste et pacifiste, si vous voulez, qui appartient à cette tradition française et qui fait parler Arpin, qui dit à un libéré, mais en fait, la France a joué à l'époque la chair à canon et voilà, c'était les violences de l'époque. Toute la France n'était pas comme ça, la question n'est pas là, mais aujourd'hui, en 2017, on a cette distance sur cette relecture de ce monde. Et qui nous permet de pouvoir... Bien sûr, sortir. et pourquoi Alors, on était en guerre, pourquoi on était en guerre et pourquoi avoir utilisé ce support bande dessinée. D'ailleurs, Michel a une revue de presse à nous proposer. Il a une question derrière à te proposer. C'est ça, c'est dans cet article en fait qui est paru le 24 octobre 2017 sur le site octobre dernier. Oui. Dans EducPro, sur le site educpro.fr. Pour résumer, la bande dessinée en fait, ils disent la bande dessinée ne peut être identifiée comme appartenant à une discipline en particulier. Donc elle ne rentre pas dans la case de programme par exemple, d'où la réflexion échangée lors de cette rencontre à Angoulême. De la rencontre, ça s'intitule la deuxième rencontre nationale des cités internationales de la bande dessinée et de l'image, dont le thème cette année a été éducation et bande dessinée. Donc pensez-vous qu'il faudrait avoir un programme scolaire dédié entièrement à la bande dessinée? Alors je ne sais pas s'il faut un programme scolaire, je voudrais moi préciser associer que j'ai moi tout de dessinée. suite vu l'intérêt de l'affaire. Juste je voudrais vous dire, Anthony était très inspiré aussi par Tardy. Qui est un des très grands et qui a été obsédé par ce début de siècle. Hein. Donc je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le lire qu'une sorte d'échéance aujourd'hui. Bon, alors maintenant, il répond. Alors maintenant, moi, par contre, j'ai vu, quand il s'est présenté à moi, j'ai tout de suite vu l'intérêt parce que moi, j'ai enseigné... On va conclure sur votre réponse, sur ta réponse. J'ai enseigné auprès de jeunes pendant 3 ans. Et je me suis dit, là, il y a un très bon support qui plaira aux jeunes, où on peut faire passer quelque chose d'assez fin. Et c'est vrai que moi, c'est moins les échéances futures, là, immédiates, institutionnelles, que la question du destin commun. En fait, ça m'interpelle, c'est-à-dire offrir quelque chose qui permet de mieux comprendre le passé pour mieux vivre le présent et mieux dépasser ce passé. Et les étudiants à qui j'ai eu affaire sont des étudiants de toutes les communautés et je suis heureuse de leur offrir quelque chose qui est révélateur des violences du passé et on est tous fabriqués par ça, mais le passé se dépasse et notre rôle de nos générations, c'est pas de prendre fait et cause des anciens. Les anciens ont eu leur période. On n'est pas responsable des actions passées. On est responsable du récit qu'on donne aujourd'hui aux plus jeunes. Ça me paraît très important. Voilà. Ça me paraît très important pour le message futur, pour le pays à venir, qui sera un pays de destin commun
je pense. Isabelle Berle, merci pour cette réponse. Juste rappeler votre actualité, vous serez à la salle au Centre culturel Pomemi de Koné pour une conférence sur quel thème? C'est ce vendredi et ce samedi. C'est ce vendredi et ce samedi. On intervient, on est invité samedi matin à 9h avec Adrian Nuckel, avec qui j'ai travaillé de près, sur une conférence sur un peu les mêmes thèmes en fait. On est un peu dans le même, voilà. Et on évoquera d'ailleurs, à propos du destin commun, on évoquera la Nouvelle-Zélande qui au fond est dans la même bataille de mémoire. Le rendez-vous est pris vendredi, samedi matin à 9h au Centre culturel Pomemi. Merci d'avoir accepté l'invitation, Isabelle Deconé. Merci de votre invitation. Merci Michel. Pour Anthony et moi. Merci. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro dans votre émission. Bienvenue dans la bonne. Bonne soirée à tous et merci de votre fidélité. Oleti, à demain.